proposer de démarrer tout chousse sur le sujet de l'IA au service de l'observation de la Terre et de la data. Et c'est Thomas Averon qui va nous emmener au sommet de la compréhension des embeddings. C'est vrai que savoir transformer une donnée complexe en une suite de chiffres compréhensibles, c'est un peu fort. C'est comme un bon planté de bâton finalement, de savoir ça. Donc tu vas nous emmener effectivement sur les pentes de l'IA et des modèles de refondation. De fondation. Moi j'ai envie de refondre, je ne sais pas pourquoi. C'est la neige. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour cette session sur l'IA et la géomatique. Thomas Averon, co-gérant Apid, et je vais vous parler de l'IA dans le géospatial et la géomatique avec la révolution des embeddings et des modèles de fondation. On va aussi un peu parler de self-supervised learning qui va nous permettre de supprimer, ou en tout cas de réduire le goulet d'étranglement qui est la labellisation en géomatique. Donc je pense que si vous êtes géomaticien, vous avez tous été confrontés à ce problème. On a énormément de données. On a énormément de données, mais ces données-là, en fait, prises seules, elles ont une utilité finalement assez faible. Donc il va falloir un énorme travail d'experts, généralement, en géomatique, pour labelliser les données, les qualifier, et passer petit à petit de la donnée à la connaissance et à la sagesse, on l'espère. Donc cette présentation, on va commencer par faire la promesse de l'IA, donc des labels rares à la recherche en langage naturel, dans les cartes, dans les données, dans l'ensemble des données géospatiales et d'observation de la Terre. Ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une bonne carte ? On verra qu'une bonne carte, il y a deux caractéristiques majeures à une bonne carte. On va parler de l'apprentissage auto-supervisé, donc le self-supervised learning, et de l'IA avec les modèles de fondation, les embeddings, la recherche sémantique. Donc première slide un peu chargée. Vous avez énormément de données en observation de la Terre, vous avez une multitude de capteurs. Ces données-là, en fait, elles sont multimodales, elles sont géolocalisées, il y a des séries temporelles, il y a des métadonnées associées à ces données qui permettent de les enrichir. Mais la problématique qui se pose, ça va être labelliser ces données. Alors, première question qui va être un peu tricky, est-ce que vous savez définir la donnée ? Est-ce que vous pouvez dire ce qu'est une donnée ? Et la différence, par exemple, entre données, information, connaissance et sagesse. C'est assez compliqué, c'est une question assez compliquée. Donc la donnée, c'est le résultat d'une mesure, généralement physique, sur un système d'un environnement. Dans un environnement. Donc pris toute seule, une donnée, c'est un peu du bruit. Par exemple, là je prends un thermomètre, je mesure la température dans la salle, j'obtiens entre guillemets 26-27 degrés, je pense, peut-être un peu moins. Et ce 26 degrés Celsius, pris tout seul, c'est du bruit. Donc il va falloir le contextualiser. Quand on le contextualise, on arrive à un niveau supérieur de valorisation de la donnée, on arrive à l'information. Donc je suis dans la salle du CAPS, et de la donnée, en fait, j'en tire une information, il fait 26 degrés à l'intérieur de la pièce. Ensuite, on a la connaissance, je suis dans la salle du CAPS, je suis en Nouvelle-Calédonie, donc j'en conclus que la température extérieure, comme on est en novembre, est plus importante que la température de la salle, j'en conclus donc que ma salle est climatisée, ou qu'il y a un système de refroidissement intégré. Et enfin, on a la sagesse. La sagesse, c'est de se dire, ok, quand je vais sortir de la salle, il va faire chaud, donc je fais gaffe, je ne sors pas trop vite, j'ai pensé à boire avant de sortir pour éviter le coup de chaud. Donc les données en observation de la Terre, on a besoin de labels pour les valoriser. Et la promesse de l'IA telle qu'elle a évolué sur ces dernières années, ça va être de pouvoir passer des données, donc de l'acquisition brute de satellites, de drones, d'aéroportés, à du pré-entraînement sans label, donc avec le self-supervised learning, qui est une technique d'apprentissage non supervisé, enfin qui est plutôt à la croisée entre le non supervisé et le supervisé, c'est une distinction un peu technique. Ensuite, on va parler des embeddings. Donc les embeddings, c'est une manière d'encoder l'information
qu'on a obtenus avec nos capteurs. Et ces embeddings-là, en fait, on va pouvoir, grâce à ces embeddings-là, faire de la recherche sémantique, de la recherche en langage naturel dans nos données. Les modèles de fondation, qui sont des énormes modèles, donc des réseaux de neurones généralement, vont nous permettre qui ont été pré-entraînés sur énormément de données, comme les données Harmony-Z, Landsat et Sentinel, les données HLS. Donc ces modèles de fondation vont nous permettre en fait d'adapter, on va les adapter et on va changer totalement la manière de fonctionner. Avant on avait des données, avec ces données on les labellisait, on faisait tout un travail de labellisation. On avait une tâche en aval qu'on voulait résoudre avec ces données. Donc on utilisait ces données labellisées, qui nous demandait un travail énorme, pour entraîner un modèle. Et ce modèle était très spécialisé et on ne pouvait pas le réutiliser sur d'autres contextes géographiques, d'autres contextes de saisonnalité par exemple, ou d'autres capteurs. Donc ça, les modèles de fondation, la promesse des modèles de fondation, c'est de dire on va pouvoir partir d'une grosse machine qui malheureusement parfois est un peu boîte noire, mais cette grosse machine-là, elle va pouvoir nous amener à se spécialiser. On va la spécialiser avec peu de données au final, peu de labels, et on va obtenir une machine beaucoup plus spécialisée sur notre tâche aval. Et enfin, on arrive à la carte, au produit. Donc ça, c'est la promesse de l'IA dans l'observation de la Terre. Alors, une question et une petite private joke. Qu'est-ce qu'une bonne carte ? Je ne sais pas si vous reconnaissez cette carte que j'ai prise sur le portail de GeoRep. C'est le mode d'occupation des sols de 2014. Et ce mode d'occupation des sols, qui date déjà d'un certain nombre d'années, il est très difficile à mettre à jour, il a été complexe à constituer. L'utilisation des labels, enfin la labellisation, la légende associée à cette carte, les catégories, pardon, elles ne sont pas forcément hyper pertinentes au fil du temps. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question, qu'est-ce qu'une bonne carte ? Et cette carte, si elle nous a apporté beaucoup d'informations et si elle a été utile en 2014, aujourd'hui elle est obsolète. Mais la remettre à jour, c'est compliqué parce que ça demande un travail phénoménal. Donc, encore une slide super chargée. Une bonne carte, c'est pas seulement des données qui sont labellisées et qui vont nous permettre d'être utilisées. Une bonne carte, elle parle d'une question qu'on se pose, en fait. Et ça, c'est très très important. Il faut se dire quelle est la tâche à laquelle je veux répondre avec cette carte-là. Donc, toute carte thématique fiable part des données labellisées. Et c'est souvent le boulet d'étranglement. Donc, c'est là où on a des techniques qui vont nous permettre d'accélérer la labellisation et de pouvoir ensuite utiliser les données auto-labellisées pour produire des bonnes cartes, mais encore une fois, ces cartes répondent à une question. Donc en dessous, je vous ai mis un petit exemple de tâches aval. Donc on a des tâches au niveau pixel. Donc par exemple, on va faire de la segmentation sémantique, on va classer par pixel les modes d'occupation des sols, est-ce qu'on a des zones brûlées, des inondations, des nuages, des ombres. On a la détection de frontières de lignes, l'estimation de fractions, donc ça c'est quand on descend en subpixels. On a par exemple des pixels de végétation, on veut estimer l'abondance du vivant dans ces pixels-là. Donc voilà, on a des tâches au niveau pixel, on a des tâches au niveau objet, au niveau instance. Donc on va pouvoir détecter dans le parc naturel de la mer de Corail un navire qui est un blue boat qui est entré dans le parc naturel de la mer de Corail pour venir pêcher des ressources sans autorisation. Donc ça, c'est ce qu'on espère faire. Mais est-ce qu'on a les cartes, est-ce qu'on a les données et est-ce qu'on a les outils pour répondre à ce genre de questions ? Pour l'instant, c'est compliqué, surtout avec le taux de couverture de la ZEE et du parc naturel de la mer de Corail. Mais on espère petit à petit pouvoir arriver à ces tâches de détection d'objets, de définir les polygones des champs, de faire du comptage de densité d'arbres, de véhicules, etc. Donc on a une multitude de tâches, et en fait c'est ces tâches aval qui vont nous déterminer une carte amont. Je ne sais pas si vous voyez le fonctionnement. Il faut partir d'une question pour pouvoir faire une bonne carte.
Donc on a d'autres types de tâches, on a des tâches au niveau scène, patch, donc on veut classifier, on veut voir par exemple quelles sont les saisonnalités, on veut voir la coprésence entre de l'urbain, de l'eau, des espaces verts. On veut détecter aussi des tâches qui sont temporelles, donc des séries multidates, des séries temporelles, avec de la détection de changements donc binaire. Je détecte qu'il y a quelque chose qui se passe, ou un changement, ou pas de changement. Et on veut faire de la recherche finalement sémantique. Est-ce que mon espace vert a évolué dans le temps? Donc ça, c'est ou est-ce que ma forêt sèche prend de l'ampleur, se réduit, se fragmente, etc. Donc ça, c'est des tâches temporelles et qui nécessitent beaucoup de données, mais qui nécessitaient avant aussi des modèles qu'on entraînait sur nos données. Donc c'était vraiment cette production de connaissances à partir des données, elle était très très longue et elle était très très complexe. Donc là, l'une des promesses de l'IA, ça commence avec le self-supervised learning. Pour expliquer très simplement le self-supervised learning, je vais partir de photos de chats et de chiens. Oui, c'est parce que Internet a beaucoup de photos de chats et de chiens. Donc ça, c'est l'historique. C'est l'apprentissage supervisé. C'est comme ça que ça fonctionnait historiquement. On avait des données en entrée, d'entraînement. On en tirait des caractéristiques, des features. On les labellisait, ces données d'entraînement. On passait ça dans un algorithme de machine learning, une régression, un algorithme de régression, de classification en fonction de la tâche que l'on faisait. Et cet algorithme de machine learning nous permet après, sur un nouveau... donc on entraînait des poids, en fait, on faisait un paramétrage très fin d'un modèle de pondéré. Et ensuite, on passait un nouveau texte, un nouveau document, une nouvelle image. Et le modèle faisait une prédiction sur la classe à laquelle appartenait ou la valeur que prenait ce nouveau texte, ce nouveau document. Donc ça demandait, le travail en fait qui est énorme là-dedans, c'est le travail de labellisation. C'est labelliser chaque document, chaque entrée. Donc on le voit ici, ça c'est un chat, très mignon. Ça c'est un chat, un peu moins mignon selon moi, mais c'est facultatif. Et ça c'est un chien. Et bien en fait, ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas partir des données, de l'ensemble de mes données de départ, et d'éviter à avoir à les labelliser. Donc, une partie de la réponse, ça passe par le fait de commencer non pas à comparer une donnée à un label, mais à comparer les données entre elles. Donc là, par exemple, on se dit le chat est similaire au chat. Le chat n'est pas similaire au chien et ce deuxième chat n'est pas similaire au chien. Donc en fait, ça permet quoi de faire ça? Ça permet d'éviter à labelliser parce que finalement, on se dit, tu dois quand même labelliser parce que tu dois savoir si c'est similaire ou pas. Et non, parce que finalement, au lieu d'avoir l'image de deux chats à comparer, on va comparer l'image du chat avec cette même image du chat, mais transformée, en faisant de la data augmentation. Donc ici, vous avez l'image d'un poisson-ballon. C'est la même image ici, mais elle a été légèrement pivotée et la luminosité a augmenté. Donc ces process de data augmentation, ça nous permet, comme je sais que c'est la même image et que c'est programmatiquement que je fais de la data augmentation, ça me permet de savoir que c'est la même scène, en fait. Donc j'ai exactement la même scène que j'utilise. Donc par exemple, ça va être... donc là, on peut faire aussi de la relation d'objets à moindre coût, en disant, voilà, est-ce que ces images sont similaires? Donc c'est ce que vous faites d'ailleurs lorsque vous rentrez des captchas dans les sites pour accéder au site, vous savez, et on vous pose la question, est-ce que vous êtes humain? Et on vous demande, voilà, si vous êtes humain, reconnaissez tous les feux rouges ou toutes les voitures sur un ensemble de voitures, ou quelles sont les images qui sont similaires à l'image du dessus. En fait, on entraîne des modèles d'IA en faisant ça, à moindre coût. Donc là, en fait, ça nous permet de réduire l'expertise. En fait, on fait de la labellisation sans avoir besoin forcément d'un expert. Parce que savoir que ce poisson est un poisson-ballon, c'est complexe. Mais par contre, être capable de reconnaître que ces deux espèces sont les mêmes et sont différentes du chien ici et du lynx. Donc reconnaître cela, ça demande beaucoup moins d'expertise.
Donc déjà, on a des solutions pour labelliser à moindre expertise. Mais ce qui est super intéressant, c'est quand on utilise la data augmentation. Parce que finalement, outre avoir des solutions pour labelliser à moindre expertise, le but c'est de ne plus labelliser humainement. Donc, lorsque je prends un original, une scène originale en observation de la Terre, et supposons que je la retourne, ben, moi, le retournement, je l'ai retourné de 90 degrés, 180, 70 degrés. Le fait de l'avoir retourné, cette scène, je l'ai fait programmatiquement. Donc je peux labelliser ma métadonnée en disant, là, c'est la même scène retournée de 90 degrés. Donc j'ai un label. Donc je peux entraîner un modèle, et la tâche sur laquelle je vais l'entraîner, ça ne va pas être seulement reconnaître que c'est la même scène, ça va être, dis-moi de combien de degrés j'ai tourné cette scène. Et en faisant ça, en fait, en travaillant comme ça, eh ben, je vais pouvoir entraîner un modèle à extraire les caractéristiques qui sont vraiment significatives, qui ont une signification sémantique. D'accord ? Parce que l'un des problèmes de la labellisation, c'est qu'une fois qu'on entraîne un modèle, on ne sait pas les caractéristiques qui sont pertinentes pour ce modèle. C'est un peu l'aspect boîte noire. Et bien là, en faisant ça, on s'est aperçu, donc il y a de nombreuses études, que les modèles extrayaient des représentations qui étaient plus sémantiquement intelligibles pour l'humain, donc qui faisaient plus sens que simplement labelliser un chat. Et finalement, quand on labellise le chat, on ne labellise pas sur les caractéristiques du chat lui-même, mais sur l'environnement dans lequel on voit souvent apparaître ce chat. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un petit peu la compréhension des enjeux de cela, mais ça vous permet vraiment, la data augmentation et l'auto-labellisation, en fait, et l'utilisation de tâches prétextes, donc de tâches bien caractéristiques pour entraîner vos modèles, vous permet de réduire le goulet d'étranglement des labellisations de data. Donc on a deux familles utiles en observation de la Terre. On a la partie SECO. Donc en gros, je prends un même pixel dans une saison, donc en été, en hiver, et l'idée c'est de dire, été versus hiver au même pixel, est-ce que ma classe est positive? Est-ce que c'est le même pixel? Donc de détecter ces changements. Et on a le masquage réassemblage, donc satellite masked auto-encodeur, SAT-MAE, et les satellites masked auto-encodeur, en fait, je prends une scène, et j'ai juste à masquer un certain nombre de pixels sur cette scène, et je vais demander au modèle de reconstituer la scène. Donc comme j'ai la scène en elle-même, quand il reconstitue la scène, j'ai déjà mon label, j'ai déjà ma vérité terrain. Et donc en faisant ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'extrait la partie labellisation. Je ne sais pas si vous voyez la révolution de ça, mais c'est franchement intéressant. Les embeddings maintenant. Donc les embeddings, c'est la manière de compresser l'information. Donc un embedding, vous savez ce que c'est qu'un vecteur? Levez la main ceux qui savent ce que c'est qu'un vecteur en mathématiques. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, un vecteur, vous avez, alors c'est un élément d'un espace vectoriel. Ma prof de mathématiques m'engueulerait énormément si je vous disais un vecteur, vous prenez ça comme une suite de nombres, comme une liste de nombres. C'est approximatif, mais on va dire que c'est ça. Donc un vecteur en informatique, c'est par exemple, j'ai 64 dimensions, donc j'ai 64 nombres qui se suivent, et le premier ça va être 0,93, le deuxième 1,32, etc., etc. Donc un vecteur c'est ça. Et en fait, un vecteur ça nous permet de discuter avec la machine, et ça permet à la machine de discuter avec elle-même. Donc les embeddings, c'est une manière de compresser l'information. Donc je pars d'une image qui est une matrice de pixels, et par des moyens, donc notamment les modèles de fondation, je vais en extraire des vecteurs. Et ces vecteurs que j'extrais, en fait, ils portent un sens. En fonction du modèle que j'ai utilisé et de la façon dont je l'ai entraîné, ils portent un sens. Donc les embeddings, on les utilisait énormément, vous connaissez tous ChatGPT, j'imagine, on les utilisait énormément dans le domaine du NLP, du Natural Language Processing, traitement du langage naturel. Donc il y a un exemple célèbre qui est à peu près faux, mais qui est didactique. C'est en fait, lorsque l'on prend un modèle de langage, qu'on lui demande, on fait l'embarquement de la donnée liée au mot roi. Donc on fait l'embedding du mot roi, on fait l'embedding du mot homme et du mot femme et du mot reine. Et on s'est aperçu en fait que lorsque l'on faisait l'opération vectorielle, donc d'addition et de soustraction des vecteurs,
je prends mon vecteur roi, je lui soustrais le vecteur homme, je lui ajoute le vecteur femme, et ben je tombe pas très loin. Donc cette similarité, c'est une similarité cosine, hein, c'est une similarité d'angle et de norme de vecteurs, mais je tombe pas très loin du mot reine. C'est hyper important. C'est hyper important parce que ça veut dire que le modèle qui a réalisé l'embedding, il a intégré, on ne sait pas trop comment, mais il a intégré des dimensions conceptuelles comme la royauté, le genre, et il est capable de faire des opérations sur ces concepts. Donc on trouve une manière, avec les embeddings, pour la machine, de faire des opérations sur des concepts humains et sur du langage naturel. C'est ce qui a d'ailleurs donné la révolution des LLM, de ChatGPT, OpenAI, de tout ça. Donc c'est grâce à cette brique fondamentale des embeddings que l'on peut utiliser ces modèles. Là, vous avez des modèles de fondation. Donc il y a DINO-V2, SIGLIB et SSL for Earth Observation. Vous avez vu mon super accent. Donc vous avez ces modèles de fondation et en gros, les cartes là, c'est des embeddings du monde. Et ces cartes-là, Major Tom par exemple, c'est la carte du monde en vecteur. Et il me met, ben voilà, les couleurs en fait, c'est des vecteurs qui sont à peu près similaires. Donc après, ça se pose la question, c'est une extraction de caractéristiques par rapport à des données d'entrée. Ce que ça permet, les embeddings, c'est de prendre des données radar, prendre des données visuelles, prendre des données textuelles à partir du moment où elles sont géographiquement référencées, elles sont géolocalisées, de prendre une multitude de typologies de données, de formats de données, et de les relier entre elles et de les mettre dans un vecteur. Donc en fait, on peut faire, grâce à ça, on peut faire vraiment de l'information géographique donc localisée basée sur une multitude de sources. Les embeddings permettent de faire ça. Alors ici, je vous présente très rapidement Alpha Earth. Alpha Earth, c'est Google qui a fait l'embedding du monde sur des pixels de 10 par 10 avec des embeddings de 64 dimensions. Donc c'est un vecteur, le vecteur, en gros, il y a un vecteur par an par pixel de 10 par 10 sur le monde, et on a ça de 2017 à 2024. Donc 10 mètres. 10 mètres. Non. Ça valait le coup. Donc, ce que ça nous permet de faire derrière, c'est si j'arrive à encapsuler énormément d'informations géographiques dans ce vecteur-là, je vais pouvoir faire de la recherche sémantique. On avait vu roi moins homme plus femme, on est proche de reine. Donc en regardant la proximité entre les vecteurs, on va pouvoir, et il y a différentes, on peut faire de la proximité avec le vecteur lui-même, mais aussi avec des sous-ensembles du vecteur, on va pouvoir essayer de faire de la recherche sémantique. Donne-moi tous les espaces qui ressemblent à une ville proche de la mer. Donne-moi tous les espaces qui ressemblent à des espaces verts dans mon emprise géographique. Donne-moi tous les espaces qui ressemblent à de la forêt sèche, parce que j'ai labellisé ma forêt sèche. Je sais que en 2024, j'ai ma Ground Truth sur 4 ou 5 labels, j'ai mes emprises de forêt sèche. Je me suis amusé à faire ça, donc avec l'outil Alpha Earth, donc le jeu de données de Alpha Earth. Là, c'est sur 2024, c'est les embeddings de 2024, et c'est une représentation de similarité des embeddings. J'ai pris un seul point. J'ai pris une mine au-dessus de ton tuta, j'ai posé le point, et je lui ai dit, donne-moi tous les espaces qui ressemblent à ça. C'est la façon dont j'ai interrogé ma carte. Et là, vous avez donc la carte avec, on voit le sud qui ressort, on voit les mines au niveau de Thio et de... Donc, en gros, très rapidement, en quelques clics, avec ces données qui sont disponibles, parce que les données de 2017 à 2024 des embeddings du monde entier ont été mises à disposition par Google. Donc, avec ces données-là, je peux faire des choses comme, si j'ai la vérité terrain, donc si je labellise avec 3 points la mangrove, je peux lui dire, donne-moi l'intégralité des mangroves de Nouvelle-Calédonie en 2024. Pourquoi ? Parce que j'ai vectorisé une info
qui, sur toute l'année 2024, toutes les données liées aux pixels de Mangrove, en fait, elles sont vectorisées. Donc elles ont un sens. Elles ont un sens. Je suis en train de tester, de faire ça pour la partie squat, suite à Damien, une proposition de Damien. Je suis en train de tester pour vérifier si, comme j'ai les données jusqu'en 2024, est-ce que je ne peux pas cartographier assez facilement, rapidement, ça prend 10 minutes et 3 clics, est-ce que je ne peux pas cartographier assez rapidement les squats autour de Nouméa? Après, il faut vérifier, encore une fois, c'est très intéressant, ça permet d'aller très vite, mais il faut une vérité terrain. Donc c'est là où l'expertise est intéressante. Les modèles de fondation maintenant. Donc l'approche classique dont je vous avais déjà parlé, c'est pour chaque nouvelle carte qu'on voulait faire, sur le bâti, sur les inondations, etc., on partait des données. On avait des données, on devait faire des milliers de polygones, de labels pour entraîner notre modèle. Et une fois qu'on l'avait entraîné, on s'apercevait que c'était très complexe de réutiliser ce modèle pour d'autres capteurs, pour d'autres endroits, parce que finalement, ce qu'il avait appris, c'était des caractéristiques d'un espace géographique déterminé. L'approche fondation, donc la promesse entre guillemets, c'est de dire, j'ai un modèle gigantesque qui est un peu boîte noire, c'est c'est l'un des gros défauts de cette méthode, c'est que finalement, on ne sait pas trop les caractéristiques qui sont récupérées. Mais j'ai un gros modèle boîte noire que j'entraîne sur des pétaoctets de données. Donc par exemple, le dataset HLS, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les données Landsat et Sentinel qui sont harmonisées. C'est un travail de la NASA qui a harmonisé les données Landsat et Sentinel. Il y en a deux, il y a HLS1 et HLS2, il me semble. Donc ce modèle, il va comprendre la sémantique, le sens de l'imagerie d'observation de la Terre. Donc les saisons, les objets, les textures. Et une fois que j'ai ce sens global, je vais le fine-tuner, ce modèle, avec mes labels particuliers. Donc, fine-tuner, c'est réentraîner le modèle pour changer ses poids. En grosso modo, c'est un modèle. En fait, il faut voir un modèle comme un ensemble, un grand tableau avec plein de paramètres, un peu comme si vous étiez dans une usine nucléaire ou au lancement d'une fusée. Vous avez plein de petites molettes que vous réglez comme ça. Et ces paramètres, en fait, ils sont réglés lors d'une phase d'entraînement. Par exemple, GPT, on lui a donné énormément de texte pour qu'il puisse ressortir ensuite de la réponse à la question, enfin prédire le token suivant selon un contexte. Donc là, nous, on fait pas. C'est exactement ce qui a été fait avec les modèles de fondation. On leur a donné des quantités d'imagerie avec plusieurs capteurs et ils arrivent à reconnaître les nuages, ils arrivent à reconnaître les routes, les bâtis, enfin les zones urbaines. Et après, c'est à vous de faire le travail avec quelques labels. Vous allez... alors, quand je dis quelques labels, c'est entre 100 et 500 labels pour réentraîner un modèle. Je ne sais pas si vous imaginez le gap. Avant, on avait besoin de 100 000 classes, enfin 100 000 exemples par classe. Donc c'est vraiment impressionnant l'accélération que ça peut faire. Donc Prithvi Earth Observation, c'est un modèle d'IBM, c'est un peu le GPT, il est disponible, il est sur Hugging Face. Donc vous pouvez télécharger ce modèle et le tester vous-même. Et le réentraîner, le retravailler. Alors, Prithvi, c'est pas un modèle trop lourd. Le problème de ces modèles-là, c'est que généralement ils peuvent être assez conséquents, donc il faut une architecture pour le réentraîner, une architecture matérielle, une infra. Là, il faut demander du budget ou du matos à votre DSI. Donc on fait de l'apprentissage few shot, c'est-à-dire qu'avec quelques labels, de 100 à 500 labels, on peut induire une vérité terrain local. On est très loin, en fait, des 10 000 à 100 000 labels dont on avait besoin avant. Le modèle a déjà vu des milliers de scènes, les saisons, les nuages, donc il gère mieux la saisonnalité et la fusion des capteurs. Je peux faire des fusions de capteurs, parce qu'il est déjà entraîné sur des capteurs fusionnés. Et, en fait, on réduit énormément le time to map. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Cette approche, elle part dans l'autre sens. Alors, il faut garder
en tête qu'on a toujours la question qu'on se pose. Donc la question, elle est centrale. La question qu'on se pose avant de faire la carte, il faut que votre client ait une question à se poser. Si votre client est la DINUM ou autre, ou le gouvernement ou n'importe qui, il faut spécifier la question avec le client. Et c'est souvent une étape compliquée aussi. Donc voilà, en gros, ça fonctionne comme ça. On a un modèle de fondation qui comprend des grandes classes un peu globales. On lui montre des exemples de notre besoin très spécifiques. En quelques heures de calcul, il se spécialise et ça devient un outil expert ultra performant pour notre cas d'usage spécifique. La difficulté, encore une fois, c'est la partie boîte noire. Conclusion, les limites. Et je sais pas si je suis là. Ok. Donc les limites de ça, c'est qu'on aura toujours besoin d'une vérité terrain. Parce que ça produit énormément de données, mais être capable de distinguer si cette donnée c'est du bruit ou de la vraie donnée qu'on va pouvoir transformer en information, puis en connaissance et en sagesse, bah là c'est votre expertise qui la donne, l'expertise thématique. Ensuite, on aura toujours besoin de l'expert géomatique, parce qu'il y a des outils derrière, mais cet expert, en fait, il va être accéléré, il va être amplifié, son travail va être accéléré grâce à l'IA. Donc l'IA n'est pas la solution miracle à tout. On a tous sué, je pense, même sans le savoir, juste avant qu'NVIDIA publie ses comptes de résultats, il y a 2 jours de ça, parce que ça aurait pu faire un krach boursier. Donc il y a actuellement une bulle de l'IA, au niveau mondial. Donc il faut bien comprendre que l'IA, c'est un engouement énorme. Pourquoi ? J'ai mon avis là-dessus, mais en tout cas, c'est pas la réponse à tout. Votre expertise, en fait, c'est le croisement entre votre expertise et l'IA qui est la vraie bonne réponse. Je vous remercie, je reste disponible pour des questions. Donc Thomas Avron, Apid, porteur du projet Océania, de formation innovante à l'intelligence artificielle, dont je vous parlerai lors de la session de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le teasing de tout à l'heure. Restez avec nous parce que je suis certaine en fait que des questions vont forcément fuser dans la salle. C'était effectivement assez technique, tout nous a emmené effectivement sur la pente de l'IA. Est-ce que ça révolutionne un petit peu aussi les façons de penser des géomaticiens dans la salle, ou non? Est-ce que vous étiez déjà en fait sur cette dynamique de facilitation du travail? C'est un petit peu ça quand même qu'on entend, hein. C'est l'IA au service de la simplification. Moi, ça me faisait écho finalement à l'intervention hier de Sébastien Lagarde qui disait « Oh là là, il y a des choses qui sont des tâches très chronophages. Est-ce que demain, je ne pourrais pas effectivement essayer d'industrialiser avec une machine ?» Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a une déjà de Hugo. Tu te mets toujours en haut, Hugo, hein, j'ai remarqué. Ok. Pendant que je vais faire du sport, moi j'ai quand même une question. C'est-à-dire que là, les géomaticiens sont-ils aujourd'hui... donc j'entends qu'il faut peut-être se former. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même avoir peut-être une alliance avec quelqu'un qui maîtrise bien les sujets d'IA pour derrière l'accompagner, l'aider en fait, en tout cas sur les bonnes façons de faire au démarrage? Alors pour moi, plus qu'une alliance, alors il faut cette alliance, mais il faut surtout une curiosité en fait. L'IA, encore une fois, c'est un domaine de l'informatique qui est assez vieux, qui date des années 70. C'est là où on a théorisé les perceptrons, donc les premières briques, la brique fondamentale des réseaux de neurones. Mais derrière, en fait, il a fallu la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, avec notamment les GPU, et l'explosion de données qu'on a eue grâce à la numérisation du monde. Donc cette alliance de données et de puissance de calcul pour que l'IA commence vraiment à répondre aux promesses qu'elle nous faisait. Est-ce qu'il faut un expert? Je ne sais même pas. Je me qualifierais même pas d'expert. L'IA, c'est un domaine en fait où ça évolue très très vite. Et il y a de la production de recherche, de contenu, enfin, quand on parle de... ça lie la programmation, ça va très très vite, et moi-même, pour me tenir à jour, j'ai du mal, même si j'utilise l'IA pour me tenir à jour. Je pense qu'il faut surtout de la curiosité. Il faut que vous soyez curieux, c'est un outil. Okay. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je découvre complètement la thématique de l'IA sur la géomatique. Je trouve ça passionnant. Mais du coup, ce que je comprends surtout, c'est que... c'est surtout ce que... Mon interprétation, en tout cas, ça permet d'avoir une cote mal taillée très rapide d'une réponse à une question qu'on peut se poser sur des grands
des grands espaces, donc des choses qui seraient très très chronophages à qualifier manuellement en tout cas. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir dans les résultats une sorte d'indice de confiance sur, effectivement, est-ce que ça match plus ou moins bien avec les caractéristiques qu'on a rentrées à la base, et est-ce qu'on peut infléchir ces indices de confiance, s'il y en a, en faisant des vérifications par sondage, par exemple, des choses comme ça, de façon à affiner un petit peu le résultat. Merci de cette question. Effectivement, c'est un peu le Pareto. L'IA va être le Pareto de la géomatique, où on va pouvoir produire facilement un 80%. Et en fait, le travail des 20% restants va être un travail de terrain, de labellisation, de vérité terrain, de vérification. Et pour moi, il faut allier la partie j'utilise les données et je pars des données pour construire une compréhension. Et à l'inverse, j'ai des règles experts, donc j'ai extrait des caractéristiques que je sais être les caractéristiques de mon milieu, de mon empreinte géographique. J'ai extrait des caractéristiques experts, et en fait, c'est l'alliance de ces deux-là qui va permettre de passer de 80 à 85, 90, 95%. Donc, sur la partie affinage, en fait, et vérité de terrain, il y aura toujours le besoin de comparaison. Donc là, c'est le travail. J'ai produit les cartes de mangrove à la volée, mais je dois vérifier aujourd'hui si elles sont pertinentes. Et potentiellement, l'intérêt de ça ne va pas être de remplacer totalement le travail du géomaticien, ça va être de lui permettre d'atteindre ses 80% sans trop de travail et de pouvoir se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée, qui est d'amener les 20% supplémentaires par son expertise terrain et sa connaissance. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais en gros, la partie data augmentation, self-supervised learning, comme on sait qu'on part du même pixel, là, si on a qualifié le pixel, ok, on sait que notre label, il est bon. Donc c'est là où, après, pour le restant, il faut un travail quand même. Je rebondis sur cette question. Est-ce que la vérité terrain, les 20% ou les 30% qui manquent, dans le terrain, on pense aller voir sur place, mais est-ce que la cartographie aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, comme d'autres pays, elle est entièrement vectorisée, elle est connue, elle est plus ou moins à jour, mais est-ce qu'on ne peut pas passer de 80% de vérité à 98% à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie très rapidement, parce que les zones de mangrove, on les a vectorisées, les maisons, on les connaît toutes, enfin les voies, pareil. Donc est-ce qu'on ne peut pas passer très rapidement de vue spatiale décortiquée par l'IA à une vérité de terrain qui nous amènerait à, peut-être dans quelques années, à arrêter de faire de la cartographie par le biais de restitution, mais simplement à partir d'imagerie, quoi. Alors justement, c'est là où j'ai pas accès à ces données-là, mais Christophe, ce qui a été dit par Christophe, c'est tout le travail de la Calédonie qui a été fait depuis de nombreuses années de récolter de la donnée, de la traiter, de la gouverner d'une certaine manière pour pouvoir l'exploiter. C'est là où on va pouvoir utiliser ce patrimoine de données pour et les modèles de fondation, justement, pour arriver à ces 95-98%. Donc pour moi, c'est le fait qu'on a de la donnée, on va pouvoir fine-tuner les modèles. Et donc je pense qu'on pourra ensuite arriver à la promesse d'utiliser l'imagerie, par exemple Sentinel-2 ou autre, d'utiliser l'imagerie pour détecter du changement, améliorer notre connaissance et ne plus avoir besoin de récolter toutes ces données et de les retravailler. Je pense que encore une fois, pour moi, l'IA accélère et il faut garder notre expertise métier pour pouvoir passer de ces 80 à 95% et même critiquer quand ces 80 finalement ne sont pas 80 mais du 30%, parce que des fois il y a des modèles qui peuvent halluciner, qui ont extrait des caractéristiques dont je n'ai pas conscience mais qui ne sont pas des caractéristiques du territoire, intéressante du territoire, qui est un bruit qu'il a lui-même amplifié. Donc voilà, c'est... Oui, je vais juste rebondir. Déjà, premièrement, sur la passer de 80 à 98%, etc., je vous renvoie à l'exemple que j'ai donné hier de la carte de l'Empire et de la recherche de la précision ultime et des risques derrière
coûts et de coûts écologiques de tout ça, parce qu'on n'en a pas parlé là. Et je vais donner quelques exemples que je connais bien, des vrais exemples d'usage d'IA dans des domaines qui sont connexes à ce que tu nous as expliqué. Je prends Enedis en France, donc la distribution d'électricité. Donc des poteaux électriques avec des câbles électriques et puis la végétation qui pousse à côté. Et c'est le premier poste de maintenance des réseaux électriques aériens, c'est la végétation qui casse les câbles et qui tombe dessus lors des tempêtes ou lors de la vie des arbres tout simplement. Jusqu'à maintenant, et ça ne va pas faire plaisir à Fabien, il faisait la reconnaissance des risques de végétation sur les câbles électriques avec des avions. Et évidemment, ça coûtait très cher de repérer les zones à aller traiter en avion, donc ils sont passés au drone. Le problème du drone, c'est qu'il, là ça veut faire plaisir, il ne va pas très loin, il ne couvre pas une grande zone. Et donc Enedis, dans son modèle économique, sous-traite ses reconnaissances de réseau à des entreprises privées, des dronistes, comme hier, comme drone.nc, voilà. Et il passe des appels d'offres, et les gens doivent répondre à l'appel d'offres pour gagner l'affaire. Et dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges, il y a le nombre de kilomètres à parcourir sur les zones. Et comment déterminer le bon nombre de kilomètres sur lesquels vont se battre les prestataires pour donner le meilleur prix. Donc avec ça, ils utilisent voilà, nos produits pour, à partir de la BD ortho de l'hygiène, donc une ortho de base, classique, pour estimer, trouver le kilométrage sur une zone donnée, le kilométrage de ligne à survoler, sortir l'appel d'offres, et ils se battent, et il y en a un qui gagne, et il y a intérêt à ce que le chiffre soit précis, parce que sinon il y a un petit problème derrière dans le marché public. Enfin le marché, en l'occurrence, pas public. Et donc là, la précision, même si elle n'est pas parfaite, elle est suffisante pour alimenter un modèle économique qui est je passe un appel d'offres, un prestataire répond, il gagne de l'argent s'il réussit, puis si ça se passe mal, il ne passe pas. Mais voilà, si on n'est pas d'accord, on va en procès si jamais j'ai mal estimé le nombre de kilomètres. Premier exemple. Et là, ça marche très bien en fait, c'est maintenant industriel. Autre exemple, la Compagnie des Alpes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la Compagnie des Alpes. C'est les leaders des parcs de loisirs en France qui gèrent le Parastérix, entre autres, et aussi des grandes stations de ski en France. Et la Compagnie des Alpes a des engagements RSE assez engagés, c'est une compagnie cotée en bourse, etc. Donc ils sont assez engagés sur la RSE, sur l'environnement, sur l'occupation des sols et l'artificialisation des sols de leur parc, que ce soit station de ski ou parc de loisirs. Et ils utilisent tout simplement des drones, encore une fois, et nos produits pour régulièrement, plusieurs fois par an, calculer leur indice d'artificialisation des sols sur l'ensemble prise. Des petits territoires. Alors, évidemment, il y a le côté de l'échelle où on peut couvrir un pays et aller beaucoup plus vite sur le monde entier et vectoriser, comme tu as dit, le monde entier, mais il y a beaucoup d'exemples qui sont des exemples à petite échelle, à l'échelle d'une rue, d'une collectivité, à l'échelle des espaces verts d'une collectivité. Et ça, il y en a plein. Parce qu'en fait, la réalité, elle est à portée de main aussi. C'est plus facile d'aller vérifier et de faire confiance au modèle au bout d'un moment. Donc je vous encourage, Alexandre, je ne sais pas si tu parleras d'exemples terrain tout à l'heure, mais si vous avez des questions sur comment on utilise ça dans la vraie vie, en vérité, tous les jours, dans des processus métiers, j'ai pas mal d'exemples comme ça. Mais souvent, ce n'est pas à l'échelle d'un pays, souvent c'est à l'échelle de petites zones. Voilà. Merci beaucoup Christophe, merci aussi Thomas, en tout cas pour cet univers de l'IA adapté effectivement à la cartographie. Ça fait forcément réfléchir ceux qui sont dans la salle.